Au sommet d'un immeuble surplombant les lumières de la corniche, Mamadou Diagne observait la ville qu'il dominait, sans l'habiter vraiment. Héritier de Diagne Bâtiment, l'une des plus grandes sociétés de construction de l'Afrique de l'Ouest, Mamadou avait tout ce que l'on pouvait désirer. Villa à Ngor et Sali, voitures allemandes rutilantes, voyages à Dubaï et Paris, un carnet d'adresses rempli de politiciens et d'hommes d'affaires. Mais ce soir-là, il n'avait pas l'air d'un homme comblé. Son costume bleu nuit était impeccable, mais ses yeux trahissaient une fatigue plus profonde que les cernes sous ses paupières. Il repensait à sa dernière relation. Une fiancée qu'il avait flattée, choyée, cajolée, jusqu'à ce qu'il découvre, par hasard, une conversation où elle se vantait auprès de ses amis. « Je le supporte, oui, tant qu'il paye mes voyages et mes petits caprices. Après tout, ce genre d'homme ne se trouve pas tous les jours. » Ces mots l'avaient brûlé comme du fer rouge. Ce n'était pas la première fois. Partout où il posait les yeux, il ne voyait que l'intérêt derrière les sourires. Ce soir-là, assis dans son pantouse de fan, il prit une décision folle. Disparaître. Quitter ce monde de champagne et de masques, pour se fondre dans la poussière et la sueur. Trouver une femme qu'il aimerait sans son nom, sans son argent, sans son empire. Le plan était simple et radical. Il confia la gestion de son entreprise à un conseil restreint, rasa sa barbe soignée, changea de coiffure, remplaça ses costumes par de vieux jeans et une chemise élimée. Dans son sac à dos, quelques habits, un peu d'argent liquide et son carnet noir. Destenasken, Rufisque, en péripérie de Dakar. Là-bas, les chantiers grouillaient de maçons anonymes. Là-bas, personne ne le reconnaîtrait. Les premiers jours furent une descente en enfer. La poussière du ciment lui collait aux mains, le soleil de midi lui arrachait la peau, ses doigts soignés se couvraient d'ampoules. Le soir, il rentrait dans une chambre louée à l'arrière d'un marché, mangeant du pain sec et buvant de l'eau tiède en sachet. Personne ne lui adressait plus que 2 mots. Il n'était plus Mamadou Diagne, le magnate. Il était juste le nouveau, celui qui porte les briques en silence. Chaque soir, pourtant, il griffonnait dans son carnet. Jour 8. Il me voit comme un homme fatigué, sans avenir. Mais quelque part ici, il y a peut-être celle qui verra plus loin. Et c'est avec cette flamme fragile qu'il s'accrocha. Car Mamadou n'était pas là pour se plaindre. Il était là pour observer et attendre. Le soleil tapait déjà fort sur le chantier de Rufisque. Le sol, couvert de poussière blanche, collait aux chaussures et rendait l'air lourd, presque étouffant. Mamadou, le visage buriné par 2 semaines de labeur, se mêlait aux autres maçons. Mais ici, personne ne cherchait à connaître ton nom. On te jugeait à la force de ton dos et au nombre de sacs de ciment que tu pouvais porter avant de t'écrouler. Les ouvriers avaient vite remarqué son allure différente. Pas qu'il se plaigne, mais son éducation transparaissait dans chaque geste. Il disait « s'il te plaît »,« merci », parlait avec calme. Pour eux, cela sentait l'étranger, celui qui ne restera pas longtemps. « Hé, doux garçon, tu crois que c'est un salon de thé ici ?» cria un contremaître en le voyant ralentir sous le poids des briques. Les rires fusèrent. Un autre ajouta « Ce gars-là, il n'a jamais porté autre chose qu'une mallette, hein. » Chaque jour était ainsi, une pique, un rire, une moquerie. Mamadou ne répliquait jamais. Il baissait la tête et continuait, le dos trempé de sueur, la bouche pleine de poussière. Le midi, pendant que les autres mangeaient leur riz gras à l'ombre, lui s'asseyait un peu à l'écart, avec son sachet d'eau et un morceau de pain sec. Personne ne l'invitait. Personne ne lui demandait s'il avait de quoi se nourrir. Il existait sans exister. Un soir, alors que le chantier se vidait, il resta assis plus longtemps, les mains sales posées sur ses genoux. Le soleil disparaissait derrière les toits en tôle. Il regardait les silhouettes qui s'éloignaient en riant, partageant des plaisanteries et des projets de soirée. Lui, il n'avait que sa chambre humide et son carnet noir. Pourtant, au milieu de cette indifférence générale, une silhouette revenait souvent. Une jeune femme passait chaque jour avec un plateau de nourriture sur la tête. Des beignets chauds, des bouillons parfumés, parfois des sachets de jus glacé. Elle ne l'avait jamais regardé vraiment, pas encore. Mais ce jour-là, alors qu'il essuyait la sueur de son front avec son avant-bras, elle s'arrêta à quelques mètres. Ses yeux sombres le frôlèrent une seconde. Et dans ce bref échange silencieux, il sentit quelque chose de différent. Pas de jugement, juste une reconnaissance discrète de son existence. Il ne le savait pas encore, mais cette silhouette deviendrait son seul rayon de lumière. Le matin déposait une lumière dorée sur le chantier de Rufisque. La poussière s'élevait en nuages délicats, comme si tout l'air avait été tamisé par le ciment. Mamadou, les paumes en feu, chargeait des blocs, le dos cintré par la fatigue. Les rires et les ordres fusaient. Puis, au milieu du vacarme, un son singulier s'imposa, le cliquetis clair d'une cuillère contre de l'inox. Elle apparut entre 2 piles de sacs,
plateaux emboîtés de nourriture en équilibre parfait. Une silhouette fine, une démarche sûre, un regard droit qui ne cherchait ni à séduire ni à juger. Aminata. Elle posa un instant son fardeau, essuya ses mains sur un torchon propre, et ses yeux rencontrèrent ceux de Mamadou. « Bonjour. De l'eau fraîche ?» demanda-t-elle simplement. « S'il vous plaît, » répondit-il, la voix râpeuse. Elle lui tendit un sachet d'eau glacée, sans commentaire sur ses vêtements poussiéreux ni ses gants déchirés. Mamadou but lentement, comme si chaque goutte lavait un morceau de sa fatigue. Autour d'eux, les ouvriers marchandaient, plaisantaient, mais la scène semblait hors du temps. Les jours suivants, elle revint. Toujours le même foulard rouge et jaune, la même robe en wax bleu, la même dignité. Elle vendait du thiéboudienne, du yassa, des beignets et de l'ataya brûlant. Parfois, elle glissait à Mamadou un morceau de poisson plus généreux, parfois un beignet en plus. Il essayait de payer chaque franc. Elle souriait, baissait les yeux, passait à un autre client. Le troisième jour, il la rattrapa à la sortie du chantier avec ses plateaux trop lourds. « Laissez, je vous aide. Vous avez déjà porté tout le chantier, » répondit-elle avec un demi-sourire. « Mais si vous insistez. » Ils marchèrent côte à côte jusqu'à l'arrêt de car rapide. Les passants observaient ce duo improbable, un maçon poussiéreux et une vendeuse au Port-Royal. Mamadou découvrit qu'Aminata vivait chez sa tante à Pikine, qu'elle s'occupait de la maison et travaillait dès l'aube pour économiser, rêvant d'une petite cantine. Elle parlait sans plainte, avec une douceur tranquille. Le soir, ils partagèrent un sachet de cacahuètes grillées près du malaxeur. « Pourquoi êtes-vous toujours gentille ?»« Osa Mamado. »« Parce que je sais ce que c'est, quand on n'a rien et qu'on a encore besoin de respect, » répondit-elle. « On se sent aussi léger qu'un sachet vide. Le moindre souffle vous emporte. » Cette phrase resta coincée dans la gorge de Mamadou. Il nota dans son carnet, jour 27. Dans un monde qui vend tout, il reste des yeux qui savent voir. Il se coucha plus tard que d'habitude, dérangé par un sentiment nouveau, une paix fragile. Au chantier, les rires reprirent. Et le doux garçon a trouvé sa princesse du marché. Il ignora. Aminata aussi. Quand les mots piquaient trop fort, elle resserrait son foulard et continuait à servir avec le même merci discret, la même façon d'essuyer les couvercles, d'aligner les bols. Une précision presque professionnelle. Un midi, une averse courte transforma la poussière en terre collante. Mamadou l'accompagna jusqu'à l'abri d'un mur, prit les plateaux comme s'il portait des trésors. Elle le regarda avec ce calme qui rendait les choses plus simples qu'elles ne l'étaient. « Un jour, je cuisinerai pour 100 personnes sous ma propre enseigne, » dit-elle. « Pas ici, pas dans la boue. Mais je n'oublierai pas cette boue, elle apprend l'équilibre. Alors je reviendrai payer l'addition, » répondit-il sans réfléchir. Elle rit, un rire bas et clair. « Promis ?» Le promis flotta entre eux comme un fil tendu. Et la journée reprit son cours, avec moins de poussière dans la poitrine de Mamadou. La saison des pluies s'installa d'un seul coup, comme si le ciel avait décidé de régler ses comptes. Les chemins devinrent boueux, les échafaudages grinçaient au vent, l'odeur du ciment humide collait aux vêtements. Aminata continuait de venir, bâche nouée sur ses plateaux, foulard serré. Les moqueries redoublèrent autour d'eux. « La charité d'Aminata !» cria quelqu'un. « L'amour ne paie pas le loyer !» ajouta un autre. Elle ne répondait pas. Mamadou non plus. Leur silence devenait un bouclier. Jusqu'au jour où Madame Ndouaï, la tante, débarqua. Grande, imposante, pagne éclatant, regard tranchant comme une lame. Elle traversa la boue sans même baisser les yeux, fonça sur Aminata assise sur une dalle, un sachet de jus entre les doigts. « Aminata. » Tu salis notre nom avec ce maçon. Mamadou s'éleva lentement. « Madame. » Ne m'appelle pas madame. Tu crois qu'on nourrit une famille avec de la poussière et des promesses. Les ouvriers s'étaient figés. La voix de la tante coupa l'air plus net que les ordres de Babacar. D'un geste brusque, elle renversa une boîte. Le riz gras se répandit en une flaque orangée. Le choc du métal résonna comme un coup de tonnerre. « Tu ne remettras plus les pieds chez moi si je te revois avec lui », cracha-t-elle. Aminata pâlit, mais ne pleura pas. Elle se pencha, ramassa méthodiquement les morceaux, essuya le couvercle, remit droite une assiette. Mamadou s'accroupit à ses côtés. Le silence se fit compact. « Je suis désolé, » dit-il. « Tu n'as rien fait de mal, » répondit-elle, très bas. La pluie arriva le soir, dru, obstiné. Mamadou resta plus tard, inquiet. Le chantier sous l'averse ressemblait à un navire échoué. À presque minuit, un léger coup contre la tôle. Aminata, trempée jusqu'aux os, tenait un petit sac en nylon. « Elle m'a mise dehors, » dit-elle sans trembler. « Il y a un coin sec. » Viens.
Ils s'installèrent dans un recoin du bâtiment inachevé, entre deux piles de sacs de ciment. Mamadou étendit sa seule veste pour isoler le sol froid. L'eau goûtait par endroits, le vent sifflait dans les barres d'acier. Ils restèrent assis, genoux contre poitrine, à écouter la pluie cogner. « Je préfère le froid auprès de quelqu'un qui me respecte », souffla Aminata, « que la chaleur d'un toit où on m'humilie. » Mamadou détourna les yeux. Il sentit une larme se perdre sur sa joue. Dans cette misère nue, il se sentait plus riche qu'au milieu de ses salons. Les jours suivants furent rudes. Aminata n'avait plus ses grandes boîtes, confisquées par la tante. Elle commença à vendre du pain et des sachets d'eau près des vendeurs voisins. Elle balaya leurs coins, plia soigneusement ses habits pour en faire un oreiller. Elle chantonnait parfois, pour chasser les moustiques. Le matin, elle se lavait à l'eau d'un robinet fissuré derrière le bâtiment, nouait son foulard avec un aplomb intact. Le soir, elle accueillait Mamadou comme un roi sans royaume. « Tu es de retour. Tu as l'air fatigué, mais toujours fort. » Ces mots, si simples, lui soulevaient la poitrine plus sûrement que n'importe quel discours. Il portait plus, travaillait plus, riait même parfois. Autour, le monde continuait de juger. L'amour dans le caniveau, hein? Ouvre les yeux, ma sœur, ce gars n'a pas d'avenir. Aminata les laissait parler. Elle ne cherchait pas un avenir en prêt-à-porter, elle construisait le sien à la main, avec un torchon propre, un foulard serré et une droiture que rien ne semblait pouvoir casser. Une nuit d'orage, les planches claquèrent contre le mur. Aminata frissonnait. Mamadou la prit contre lui sans un mot. Elle posa la tête sur son torse. « Ta maison te manque ?» demanda-t-elle. Il hésita. Il aurait pu tout dire, tout finir. Mais il avait commencé un chemin. « Oui, » répondit-il seulement. « À moi aussi, dit-elle. » Le matin, le ciel s'était lavé. Aminata partit vendre du pain. Mamadou la regarda s'éloigner, foulard rouge et jaune qui flamboyait au soleil. Il eut envie de tout lui donner, tout avouer, tout racheter. Mais pas encore. D'abord, mériter cette confiance née dans la boue et la pluie. Ce fut ainsi que, sans toit ni meuble, ils bâtirent quelque chose que la ville ne voyait pas. Une fondation invisible, inébranlable, coulée dans le respect et l'attention. La gloire pouvait attendre. La vérité aussi. L'amour, lui, avançait déjà. Les semaines s'enchaînaient, rythmées par la poussière, la sueur et les rares sourires qu'Aminata et Mamadou s'échangeaient. Leur lien s'était renforcé. Elle lui apportait parfois du bouillon chaud, il réparait pour elle une vieille chaise ou portait ses plateaux trop lourds. Mais autour d'eux, les regards s'assombrissaient. Le contremaître, qui lorgnait Aminata depuis longtemps, commençait à répandre des rumeurs. « Vous avez vu ? Le nouveau, avec ses airs mystérieux, il tourne autour de la fille du marché. Faites attention, ce genre d'homme n'apporte rien de bon. » Un soir, alors qu'il rangeait les outils, Mamadou entendit deux ouvriers ricaner dans son dos. Il croit qu'elle l'aime, pauvre idiot. Attend de voir ce qu'on lui prépare demain. Le lendemain, une embuscade l'attendait. On l'accusa faussement d'avoir volé du matériel sur le chantier. Le contremaître hurla devant tous les ouvriers, le traitant de voleur, de parasite. On le poussa, il tomba dans la boue, son carnet noir éclaboussé. Aminata tenta de s'interposer, mais on la repoussa aussi. Son regard croisa celui de Mamadou, mélange de honte, de rage et de tristesse. Cette humiliation publique marqua une rupture. Il rentra ce soir-là avec la main en sang, le souffle court. Dans sa chambre, il écrivit dans son carnet. Jour 47. Ils m'ont brisé aux yeux de tous. Mais je tiendrai. Car si elle croit encore en moi, tout n'est pas perdu. L'incident avait marqué tout le chantier. Certains continuaient à rire dans son dos, d'autres commençaient à se demander si l'accusation n'était pas trop facile. Aminata, elle, n'avait pas détourné le regard. Le soir, elle vint frapper à la porte de sa chambre. Elle apportait un petit bol de bouillie chaude et un morceau de poulet grillé. « Je sais que tu n'as rien volé, dit-elle doucement. Ces gens-là, ils aiment écraser ceux qui ne se défendent pas. » Mamadou resta un moment silencieux, les yeux baissés. Puis il se décida. Pour la première fois, il parla de son passé, partiellement. « Je n'ai pas toujours été ici. Avant, j'avais une autre vie. Mais je veux savoir ce que vaut un homme sans son nom et sans son argent. » Aminata le fixa longuement. Elle ne comprit pas tout, mais elle sentit la sincérité derrière ses mots. Les jours suivants, elle lui apporta plus de soutien, et leur complicité grandit. Mamadou recommença à sourire, malgré les blessures. Le soir, on les voyait parfois marcher ensemble près du marché, parlant de tout et de rien. Ce fut aussi la période où il commença à aider les autres ouvriers en silence. Un outil réparé ici, une planche renforcée là, un mot de courage à celui qui boit trop pour oublier sa misère.
Sans qu'ils s'en rendent compte, l'invisible devenait peu à peu indispensable. La pluie battait sur les tôles du chantier, transformant la poussière en boue glissante. Le ciel de Dakar était lourd, chargé d'orage. Mamadou, trempé, continuait de déplacer des planches, déterminé à ne plus donner prise aux moqueries. Mais ce jour-là, l'accident arriva. Une poutre mal fixée céda sous le poids du vent. Elle bascula, menaçant de s'écraser sur un jeune apprenti. Sans réfléchir, Mamadou se jeta en avant et le poussa hors de danger. La poutre heurta son épaule et le cloua au sol. Les ouvriers se précipitèrent, choqués. Même le contremaître resta figé. L'homme qu'ils avaient humilié venait de sauver une vie. Blessé, Mamadou fut transporté dans une petite infirmerie de fortune. Aminata accourut, le cœur battant. Elle prit sa main, ses yeux brillants d'inquiétude. « Pourquoi as-tu fait ça ? Tu aurais pu mourir. Parce que cet enfant a encore sa vie devant lui. Moi, je suis déjà en train de la reconstruire, murmura-t-il avec un sourire douloureux. Cet acte changea tout. Le chantier, jadis hostile, commença à murmurer son nom avec respect. Même le contremaître, gêné, vint s'excuser à demi-mot. Mais pour Mamadou, la douleur physique n'était rien comparée à l'autre blessure. Celle de son cœur qui, jour après jour, s'attachait à Aminata. Quelques jours plus tard, Mamadou fut convoqué sur le chantier. Les ouvriers étaient rassemblés, silencieux. Derrière eux, 2 voitures noires venaient de se garer. Des hommes en costume en sortirent, saluant respectueusement. Mamadou Diagne, l'héritier. Le murmure se répandit. Tous se tournèrent vers lui, incrédules. Le « nouveau » qu'ils avaient humilié n'était autre que le propriétaire du groupe de construction. Le contremaître pâlit, les ouvriers baissèrent la tête. Mamadou resta calme. Je ne suis pas venu pour vous punir. Je voulais voir ce que vaut la vie quand on n'a plus de nom. Et j'ai vu. Puis, se tournant vers Aminata. Et surtout, j'ai vu ce que vaut un cœur sincère. Aminata, bouleversée, ne sut que dire. Elle tremblait légèrement, tenant son plateau vide. Caché la partie que tout le monde regarde avant de voir l'homme. Devant tous, il annonça une revalorisation des salaires et la régularisation des ouvriers précaires. Le chantier, hier hostile, devint ce jour-là un lieu de fête. Quant à lui, il tendit la main à Aminata. « Si tu veux, maintenant, construisons quelque chose de vrai. » Elle posa enfin sa main dans la sienne. Cette fois, ce n'était ni un plateau, ni une planche, mais un avenir. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire ? Si vous croyez encore en l'amour vrai, montrez-le en mettant un like, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines histoires et dites-moi dans les commentaires. Seriez-vous capable d'aimer quelqu'un sans connaître sa richesse ? Partagez cette vidéo à une personne qui doit entendre ce message.